effectivement, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, c'est celle de retrouver du sens. Parce que le monde occidental, et qui a essaimé sur toute la planète, s'est trouvé associé à un désenchantement du monde. En gros, on sait de mieux en mieux comment faire les choses techniquement, mais on ne sait pas pourquoi on les fait. Et ce désenchantement du monde, il est caractéristique ici de ce que Freud lui-même avait dit. Freud avait parlé de la triple humiliation de l'homme et disait premièrement, avec Copernic, l'homme n'est plus au centre du monde, avec Darwin, l'homme n'est plus au centre de la nature, et avec moi, c'est Freud qui parle, eh bien l'homme n'est plus au centre de lui-même, voyez-vous ? Et c'est intéressant comme idée que ce soit Freud lui-même qui ait annoncé ce triple désenchantement du monde. Et en gros, pour le résumer, on pourrait dire, voilà, vous êtes ici, vous voyez, ça c'est notre galaxie, et nous sommes qu'un petit point perdu dans l'univers. Ça a été théorisé aussi par un prix des scientifiques comme le prix Nobel Francis Crick, qui vous dit que l'hypothèse stupéfiante, c'est ce que vous, vos joies, vos souvenirs, votre sentiment d'exister, votre libre arbitre, tout ça, c'est rien d'autre qu'un truc de cellules nerveuses, rien d'autre qu'un paquet de neurones aurait pu dire la liste de Lewis Carroll, nous dit Francis Crick, qui est le co-découvreur de l'ADN et donc un grand prix Nobel de médecine. Eh bien, vous voyez, ça c'est pas rien. Ne cherchez pas ailleurs. La perte de sens, le mal-être, le malaise de notre civilisation, il est là. Nous avons incontestablement eu des progrès techniques colossaux. Nous vivons 3 fois plus longtemps et 10 fois mieux que les gens d'il y a 2 siècles. On ne va pas revenir s'éclairer à la bougie et vivre dans des huttes en branchage sans électricité, pour caricaturer un peu. Mais par contre, c'est la science elle-même, à travers justement la physique, l'astronomie, la psychologie et d'autres, qui nous a amenés dans cette crise du monde contemporain. Donc vous voyez, c'est ça qui a été très bien expliqué aussi par C.P. Snow, un écrivain anglais, Charles Pierre Snow, qui parlait du fossé entre les deux cultures, un peu comme si nous étions des gens schizophrènes, des gens au cerveau coupé en deux, entre d'un côté le cerveau qui nous dit, le cerveau gauche de la rationalité, de la technique, qui nous dit comment le monde est techniquement et comment nous pouvons profiter de ce monde, l'exploiter, faire un certain nombre de choses. Et puis le cerveau droit qui nous dit que ce monde a une signification, que nous ne sommes pas des étrangers à ce monde. Eh bien, nous avons un cerveau coupé en deux parce que nos deux visions du monde, portées par la tradition, les religions, la spiritualité d'un côté et les sciences modernes de l'autre, ces deux visions ne concordent pas. Donc le grand défi je dirais, de la modernité en général et de la post-modernité, ce qui vient après la modernité, car mon postulat c'est que la modernité est déjà en train de se finir. Donc le postulat, le défi de la post-modernité, ce sera de faire un homme qui soit unique, qui ne soit plus schizophrène, qui réconcilie ces deux cerveaux. Et donc en moins d'1 heure, je vais essayer de faire le challenge de vous montrer des pistes pour la reconstruction de ce monde. Et l'intérêt des pistes que je vais vous présenter, c'est qu'elles sont toutes admises par tout le monde. Je pourrais vous parler de parapsychologie, Mario après moi vous en parlera, je pourrais vous parler de tas de sujets passionnants qui ne sont pas admis par tout le monde, mais on va commencer par des choses qui sont admises par tout le monde et vous montrer, j'aime bien cette expression, vous savez au football, battre l'adversaire sur un terrain adverse. On va jouer sur terrain adverse et on va les battre sur leur terrain, vous voyez, avec leur méthode. C'est ça le challenge de ma démarche personnelle et de ce que je vous propose dans l'heure qui suit. Et pour cela, eh bien, je ne serai pas tout seul, on va déjà écouter certaines personnalités scientifiques, certains amis comme Hubert Reeve, par exemple, qu'on va écouter avec la vidéo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'univers? Eh bien, on peut dire cette chose fondamentale, je pense, c'est que c'est un univers changeant, c'est un univers qui est en évolution. C'est un univers qui n'est pas, comme on l'a pensé pendant des milliers d'années, un univers qui aurait toujours existé, qui ne changerait pas, c'était la pensée aristotélicienne. Au contraire, nous savons aujourd'hui qu'il est en changement, qu'il n'a pas toujours existé. Existera-t-il toujours? Ça, c'est une question à laquelle nous ne savons pas répondre pour l'instant. Mais en tout cas, qu'il n'a pas toujours existé, et c'est un univers dans lequel il y a eu un changement très profond, dans le sens qu'aujourd'hui, il est relativement froid, relativement peu dense, raréfié, relativement noir, c'est-à-dire peu lumineux. Quand on remonte dans le passé, vers les 15 milliards d'années statutaires, on trouve un univers extrêmement différent, un univers beaucoup plus chaud, des milliards de degrés,
beaucoup plus dense et extrêmement lumineux, une sorte de flash lumineux fantastique. C'est ce qui s'appelle dans le jargon le Big Bang. Et en plus de ces trois différences, aujourd'hui moins chaud, moins dense, moins lumineux, il y en a une qui est beaucoup plus fondamentale, je dirais, pour notre discours, c'est le fait que l'univers d'aujourd'hui est très structuré, admirablement structuré. Il y a des structures à toutes les échelles, les atomes, les molécules, les cellules vivantes, les organismes vivants, les planètes, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies. Nous avons un univers qui est très structuré. L'univers des premiers temps n'est absolument pas structuré. Il est totalement chaotique. C'est-à-dire, il n'y a aucune des structures dont je viens de vous parler, il n'y a que des particules élémentaires qui, elles, sont en mesure, lorsque le froid sera venu, de s'associer pour faire des systèmes. Donc, elles sont en mesure, on peut dire, elles ont la potentialité de le faire. La preuve, c'est qu'elles l'ont fait. Et cette potentialité est là, présente, sous forme des lois de la physique, du hasard, du déterminisme. Il y a énormément de ferments, je dirais, qui permettent à ces particules de s'associer et de passer de ce chaos initial à des formes de plus en plus complexes. Donc, en peu de mots, l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la croissance, de la complexité, comment on est passé de ce chaos initial à l'admirable organisation que nous avons aujourd'hui. Deux choses à retenir dans ce que vient de nous dire Hubert Reeves. Premièrement, le Big Bang. Donc déjà, c'est important parce que ça veut dire qu'il y a un au-delà du temps et de l'espace, puisque le temps et l'espace ont surgi un jour. Donc il y a un au-delà du temps et de l'espace. Donc là, ça veut dire qu'il y a d'autres dimensions dans l'univers. Mais ensuite, il a dit, voilà, au début, il y avait que du chaos. Et ensuite, les choses ont monté progressivement une échelle vers de plus en plus de complexité. Et il a dit, comment ça s'est fait? Il a parlé des lois de la nature. Et là, ça devient très intéressant parce que c'est une piste à creuser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire effectivement des simulations d'évolution de l'univers sur les plus puissants ordinateurs. On refait le Big Bang en laboratoire, vous voyez, on le simule et on refait le Big Bang. Et on se rend compte que si on change quoi que ce soit dans les constantes fondamentales de l'univers, cet univers se casse la figure. Et que donc, il n'y a qu'un seul univers qui a exactement les bonnes constantes pour que la vie et la conscience puissent apparaître. Pour comprendre cette idée, prenons une petite métaphore, pas très gaie, c'est celle d'un peloton d'exécution. Vous êtes devant un peloton d'exécution et vous avez une série de soldats qui vous tirent dessus. Vous attendez à mourir dans la seconde qui suit. Tous les coups de fusil partent et vous êtes encore vivant. Ouais, c'est pas possible. La première réaction que vous avez, c'est que vous avez un coup de chance incroyable parce que peut-être qu'il y en avait un qui a été piqué par un moustique au moment du tir, il y en avait un qui avait trop bu, il y en avait un qui avait oublié ses lunettes, il y en avait un qui avait eu pitié de vous, etc., etc. Puis vous dites non, c'est pas possible, statistiquement ça peut pas arriver, donc je fais semblant d'être mort et en fait ce qui va se passer, c'est que certainement la résistance, ça va soudoyer les tireurs et on va m'emmener dans la morgue et après ils vont m'échapper. Je vais m'échapper et ils ont prévu de m'exfiltrer. Et puis vous avez une troisième idée, vous dites peut-être que c'est pas possible d'avoir soudoyé tous les tireurs. Il y en a un qui aurait pu tirer quand même. Donc peut-être qu'ils ont trouvé un truc, ils ont remplacé les balles, les vraies balles dans l'armurerie par des balles à blanc. Donc tous les tireurs ont tiré, mais c'était tous des balles à blanc et je suis encore vivant. Eh bien, ces trois hypothèses. L'hypothèse de tous les tireurs ont raté leur cible par un hasard incroyable. L'hypothèse de ils ont tiré exprès à côté ou ils avaient tous des balles à blanc. C'est les trois hypothèses que nous pouvons avoir sur la raison pour laquelle notre univers est ce qu'il est. Je m'explique. Soit l'univers, effectivement, il y a un incroyable milliard et des milliards d'univers parallèles les uns aux autres. Et dans chacun, il y a des constantes fondamentales différentes. La vitesse de la lumière n'est pas la même, la constante de gravitation n'est pas la même. Et dans ce cas-là, l'univers s'effondre sur lui-même et il ne peut pas engendrer la vie et la conscience. Mais s'il y en a des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, eh ben, il y en a un où il y a les bonnes constantes. C'est comme s'il y avait des pelotons d'exécution qui abattaient des gens tout le temps sur la planète. Il y en aurait un qui raterait, dont les membres rateraient leur cible. La deuxième idée, c'est qu'évidemment, il faut que toutes les constantes fondamentales soient réglées pour que la vie apparaisse et que donc il y a quelque chose qu'on appelle ça un grand horloger, un grand architecte, Dieu ou autre chose qui a réglé ça. Ou alors effectivement, le réglage est plus subtil, c'est-à-dire qu'il y a une cause, mais une cause qui n'est pas là par hasard, une cause générique, c'est les balles à blanc. On a quelqu'un à remplacer les balles. Donc là aussi, il y a une intention derrière l'univers, mais une intention unique. On a remplacé les balles par des balles à blanc pour que la vie soit possible. Alors, nous allons écouter maintenant un grand astrophysicien, Trinh Xuan Tuan, qui va développer un petit peu cela. On écoute Tuan. Hop. Pardon. Voilà.
si vous variez un tant soit peu ces constantes physiques, ces lois physiques, l'univers devient infertile. Donc, devant ce constat, quelle est la position possible à adopter? Pour reprendre la fameuse formule de Jacques Monod, il y a soit le hasard, soit la nécessité. La science ne peut pas trancher entre ces deux possibilités. Il faut parier, un peu comme le pari de Pascal. Et la science permet en fait les deux possibilités. La possibilité du hasard, c'est-à-dire, on peut jouer au dé et créer des milliards d'univers parallèles où les constantes physiques, les lois physiques seront toutes différentes les unes des autres. Et dans la plupart de ces univers, la combinaison serait perdante et l'univers serait infertile et dénué d'observateurs et vide d'observateurs. Tandis que, sauf dans le nôtre, où la combinaison serait gagnante et nous serons le gros lot. Donc ça, c'est la possibilité du hasard et elle n'est pas exclue par la physique parce qu'elle permet beaucoup de... La physique moderne permet l'existence d'univers parallèles aux nôtres. Et par contre, si vous pariez sur la nécessité ou vous pensez qu'il n'y a qu'un seul univers unique pour expliquer ce réglage d'une précision extrême, il faut postuler un principe créateur. Et il faut que je précise cette précision. Cette précision est comparable à celle que doit exercer un archer s'il veut planter une flèche dans une cible d'1 centimètre de côté, mais qui serait placée de l'autre côté de l'univers à 15 milliards d'années. Donc vous voyez une précision extrêmement. Donc vous voyez, Thuan a été très clair, il vous a dit voilà, si on change quoi que ce soit, l'univers se casse la figure. Donc, sachant que la précision avec laquelle notre univers est réglé peut se calculer, c'est un chiffre de 1 sur 10 puissance 60. 1 sur 10 puissance 60, ça ne voulait rien. Donc, il a employé l'image, vous avez vu, c'est la cible de 1 cm², il vous l'a dit, qui est située à l'autre côté de l'univers. On tire une flèche au hasard et on a une chance sur 10 puissance 60 de toucher une cible située à l'autre bout de l'univers. Elle pourrait être là, mais elle pourrait être là, elle pourrait être là, elle pourrait être là-bas, et vous ne savez pas où elle est, et vous tirez au hasard. Vous voyez la probabilité. Donc, c'est pour ça qu'il vous a dit qu'il fallait un principe créateur s'il n'y a qu'un seul univers, parce qu'on ne peut pas imaginer évidemment que ce réglage se fasse tout seul. Mais par contre, on peut éviter, il faut être très rigoureux, on va dire que la science démontre Dieu, on peut éviter effectivement ce principe créateur si on se met dans une configuration où il y a une infinité d'univers parallèles. Et là, ça devient intéressant parce qu'il y a un truc qui s'appelle le rasoir d'Occam. C'était l'idée, c'est un moine franciscain du Moyen-Âge qui disait qu'on ne multiplie pas les hypothèses inutiles. Vous voyez, si vous pouvez expliquer un truc simplement, vous n'allez pas l'expliquer autrement. Par exemple, on disait Dieu, c'était pourtant un moine franciscain qui a inventé ça. Mais après, la modernité a dit Dieu est une hypothèse inutile. Le monde s'explique très bien sans Dieu. Vous rajoutez une hypothèse en plus qui n'a pas lieu d'être. Et là, ce qui est marrant, c'est que les matérialistes sont obligés de rajouter une infinité d'univers parallèles pour expliquer simplement qui est la vie dans un univers. C'est intéressant. Donc c'est un peu un changement du rasoir d'Occam. Donc conclusion de cette première partie sur l'astrophysique, il faut retenir 1. Le monde n'a pas toujours existé. Il y a un au-delà du temps et de l'espace. 2. Le réglage très particulier de notre univers implique le retour d'une question philosophique au cœur même de la science, non pas de la réponse. La question du sens était interdite en science pour la science classique. Pour Jacques Monod, que Thuan a cité, la science ne se pose jamais la question du sens. Elle se pose justement la question de comment sont faits les trucs, mais pas du pourquoi. Et bien voilà, on a retrouvé la question du pourquoi en sciences fondamentales. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de la reconstruction, qui est la physique. Et dans la physique, eh bien, je vais vous présenter 2 expériences. Alors, c'est un petit film, il dure 8 minutes, vous allez voir, mais il est très pédagogique. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué de parler de la physique quantique. Niels Bohr, qui est un des fondateurs de la physique quantique, disait à ses étudiants, quand il avait présenté un cours de physique quantique, il disait à ses étudiants, si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. Parce que si vous avez compris ce que je dis, c'est que ce n'est pas possible, je ne vous ai pas bien expliqué la physique quantique, parce que justement, ce n'est pas compréhensible, ça heurte trop le sens commun. Donc, on va regarder ce petit film pour voir un petit peu, essayer de comprendre.
Ce que nous apprenons à l'école n'est pas exactement la vérité. Et en plus, les sens nous jouent des tours. On doit se demander, quelle est la réalité dans laquelle on se trouve? Les physiciens modernes disent que ce ne sont que des ondes d'information. Dois-je les croire? J'espère. Aïe. Et ici, nous avons le grand-père de tous les mystères quantiques, l'expérience de la double rainure. Pour comprendre cette expérience, d'abord nous devons voir comment jouent les particules ou les petites boules de masse. Pour l'instant, si on tire au hasard un petit objet, des billes par exemple vers l'écran, on voit comment se reflète un patron dans le mur de derrière, dans lequel il a rebondi et s'arrête. Là, si on ajoute une autre rainure, ce qui est logique est de voir une deuxième tranche sur la droite. Maintenant, tentons avec des vagues. Les vagues arrivent à la rainure, se propagent et arrivent au mur de derrière où elles acquièrent plus d'intensité, juste en face de la rainure. La tranche resplendissante démontre précisément cette intensité supérieure. C'est un effet qui ressemble à la tranche que dessinent les billes. Mais, quand on y ajoute la deuxième rainure, une chose différente se produit. Si la partie supérieure d'une vague tape avec la partie inférieure d'une autre, elles s'éliminent entre elles. De cette façon, sur le mur, on obtient un patron d'interférence. Là où les deux parties supérieures s'entrechoquent, il y a plus d'intensité, des lignes resplendissantes. Et là où elles s'éliminent, il n'y a rien. Ainsi, quand on lance quelque chose, ou en d'autres mots, matière, au travers de deux rainures, nous obtenons ceci, deux tranches d'un coup. Mais avec des vagues, le résultat est un patron d'interférence, comprenant beaucoup de tranches. Très bien pour l'instant. Là, nous allons nous faire les quantiques. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une toute petite bille. Lançons une rafale au travers d'une rainure. Elle se comporte comme les billes, seulement une tranche. Si nous lançons ces tout petits bouts au travers des deux rainures, deux tranches devraient se dessiner comme c'est le cas des billes. Quoi? Un patron d'interférence? Nous avons lancé des électrons, des petits bouts de matière, mais on dirait un patron avec les vagues, et non pas comme avec les billes. Comment des bouts de matière peuvent-ils générer des patrons d'interférence, comme une vague? Cela n'a pas de sens. Mais les physiciens sont très intelligents. Ils ont pensé, peut-être les petites balles rebondissent les unes contre les autres et créent ce dessin. Donc, ils décidèrent de lancer les électrons un par un. Ainsi, ils ne pouvaient pas se porter préjudice les uns aux autres. Mais ils ont tenté le coup pendant 1 heure et ont vu le même patron d'interférence se créer. Nous ne pouvons pas ignorer la conclusion. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilité, passe par les deux rainures et interfère avec lui-même, jusqu'à ce qu'il tape le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus curieux. Elle passe par les deux rainures et par aucune d'entre elles. Elle passe par une et passe par l'autre. Toutes ces possibilités sont superposées les unes avec les autres. L'expérience déconcerta énormément les physiciens, au point qu'ils décidèrent de regarder avec attention pour décider par quelle rainure l'électron passait-il en réalité. Ils ont mis un dispositif de mesurage juste à côté de l'écran des deux rainures pour voir par laquelle elle passait. Et ils lancèrent l'électron. Mais le monde quantique est beaucoup plus mystérieux de ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand ils regardèrent, l'électron recommença à se comporter comme une petite bille. Il dessina un patron de 2 tranches et non pas un patron d'interférence. La même action de mesurer ou observer par quelle rainure elle passait a fait qu'elle ne passe plus que par une et non pas par les deux. L'électron décida d'agir de façon différente, comme s'il était conscient qu'on l'observait. Et c'est à ce moment-là que les physiciens sont entrés pour toujours dans l'étrange sous-monde des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Bi
ou vagues. Et des vagues de quoi? Et qu'a à voir l'observateur avec tout cela? L'observateur a détruit la fonction de vague avec le simple regard. Quand tu ne regardes pas, il y a des ondes de possibilités. Quand tu regardes, il y a des particules d'expérience. Une particule que nous imaginons comme quelque chose de solide, en réalité existe dans ce qui s'appelle une superposition, une onde dépliée de positions possibles. Elle s'y trouve dans tout en même temps, mais au moment où tu la regardes, elle se met dans une seule des positions possibles. Niels Bohr, le père de la physique quantique, a dit « Quiconque n'est pas choqué par la théorie quantique ne la comprend pas ». Mais le père véritable de l'étrange dans l'extravagant monde de la physique quantique est l'entrelacement. Si la symétrie d'inversion temporelle termine la notion du temps, l'entrelacement détruit notre expérience de l'espace. Deux objets, deux électrons créés en même temps, sont entrelacés. Envoie-en un à l'autre bout de l'univers. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des deux. L'autre réagira à l'instant. À l'instant. Ou l'information voyage à une vitesse infinie. Ou, en réalité, elles sont toujours connectées. Elles sont entrelacées. Et, comme tout était entrelacé lorsque s'est produit le Big Bang, la conclusion est que tout reste en contact. L'espace n'est que le conduit. Deux choses. Premièrement, l'expérience des fentes de Young. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la nature de la réalité? Vous avez vu à un moment, il y avait une dame qui regardait un petit garçon qui jouait au basket. C'était très bien fait, parce que quand elle regardait le garçon, il avait une seule balle. Mais dès qu'elle tournait la tête, il y avait 1000 ballons de basket qui étaient en train de se balader sur le terrain de basket. Vous avez vu cette petite séquence? Eh bien, c'est ça l'explication fondamentale de la première expérience. En fait, les électrons, quand on ne les observe pas, sont des ondes pures. Et en tant qu'ondes pures, ils sont partout à la fois. Ils passent à la fois par la fente 1 et par la fente 2, comme le film vous l'a très bien expliqué. Et le problème, c'est que nous voyons l'électron que comme un point matériel. C'est comme le ballon de basket. Vous ne le verrez jamais en état ondulatoire, occupant toutes les positions possibles sur le terrain de basket. Vous voyez un ballon de basket uniquement ici. Hein. Donc l'idée, c'est que l'électron, quand on l'observe, eh bien, il est à un point matériel, à un endroit donné, qui fait un point sur un écran. Comment on sait que quand on ne l'observe pas, c'est une onde de possibilité qui prend tous les chemins possibles? L'expérience vous l'a très bien montré. Elle dit voilà, quand on envoie un seul électron un par un dans un système de deux fentes, sur l'écran, vous avez ces fameuses bandes. Vous vous rappelez les bandes là? Quand il y a juste deux bandes, ça veut dire que c'est un point matériel, parce qu'il y a des bandes en sortie de chaque fente. Mais quand vous avez toute une série de bandes là, ce qu'ils appellent des franges d'interférence, mais peu importe, toute une série de bandes, ça veut dire que les électrons ont interféré avec eux-mêmes comme s'ils étaient des ondes, des vagues ou des ondes de lumière. Ça marche avec les ondes, ça marche avec les vagues, si on fait un système de vagues avec deux fentes pour rentrer les vagues dans un port, et ça marche évidemment avec les électrons. Et par contre, quand on mettait le contrôle aux fentes, vous avez vu le petit œil qui clignotait, bon, eh ben, c'est pas un œil, c'est un jet de photons, mais peu importe. Quand on met un contrôle aux fentes, c'est-à-dire qu'on a l'information par où passe l'électron, ben qu'est-ce qui se passe? L'électron, il part, il est une onde, il est une onde, il est une onde. Ah, il y a un contrôle. Il est obligé de se montrer sous son visage de point matériel. Il ne peut pas passer sous forme d'onde. Hop, il se montre un point matériel, et un point matériel, ça passe par une fente. Et une seule. Et c'est pour ça que le résultat de l'expérience est changé. On retrouve les deux fentes au lieu de toute la série de fentes parce qu'on a mis un contrôle sur la première fente. Vous voyez, donc quand on met un contrôle aux fentes, le résultat de l'expérience sur l'écran change radicalement. Cette expérience donc, des fentes de Young a été une révélation pour les scientifiques dans les années 20 parce qu'elle a montré que les électrons étaient à la fois des ondes et des corpuscules. Vous voyez. Et la deuxième expérience, la non-séparabilité quantique, eh bien, dans notre monde, aucun signal, aucune influence ne peut aller plus vite que
vitesse de la lumière, je dis bien dans notre monde, pour des raisons qui sont très bien démontrées par Einstein avec la relativité restreinte et générale. Dans le monde quantique, au contraire, les particules peuvent s'influencer l'une l'autre sans délai. Elles sont unies comme si elles étaient une seule particule, même en théorie à deux bouts de l'univers. Cette expérience a été faite pour la première fois par Alain Aspect sous la direction de Bernard Despagna à l'Institut de physique de l'Université d'Orsay. Et en fait, ce qui se passe dans l'expérience, c'est que vous avez ici, vous voyez là, ici, c'est en fait un atome de calcium excité par un laser. Ça envoie deux électrons jumeaux de cet atome de calcium dans deux directions différentes. Ça, c'est l'éclaté de ce qu'il y a là, vous voyez. Donc les électrons partent dans des petites boîtes. Là, vous voyez les boîtes. Les boîtes sont à 12 mètres l'une de l'autre. Ça met 20 milliardièmes de seconde, la lumière. 20 milliardièmes de seconde pour aller d'une boîte à l'autre. C'est pas beaucoup. Mais en 1 milliardième de seconde, on fait l'expérience. Alors, je vulgarise atrocement, mais on va taper sur la tête d'un électron. Hein. Bon, évidemment, c'est plus complexe, mais c'est revient à ça. Et on peut démontrer que l'autre électron ressent immédiatement, ça veut dire en 1 milliardième de seconde et pas en 20 milliardièmes de seconde, alors qu'il faudrait 20 milliardièmes de seconde à la lumière pour faire ce trajet. Donc voilà pourquoi la non-séparabilité quantique, ou paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen, car c'est Einstein qui avait soulevé ce lièvre, et il n'y croyait pas. Il disait ça ne peut pas marcher cette expérience. C'était une des grandes erreurs d'Einstein, il en a fait deux. Il a la théorie du Big Bang, il aurait pu la découvrir, mais il a eu un blocage mental, et puis ça, on l'a su qu'après sa mort, mais de son vivant, il appelait cette expérience la télépathie fantôme entre électrons. Et ça ne peut pas marcher parce que rien ne peut aller plus vite qu'à la vitesse de la lumière. Et maintenant, on rajoute, rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans notre univers. Parce que les particules, elles sont dans notre univers, elles sont dans le temps, dans l'espace, elles représentent l'énergie et de la matière. Et pourtant, ce qui passe entre elles n'est ni composé d'énergie ni de matière, parce que sinon, ça n'irait pas plus vite que la vitesse de la lumière. Et les Chinois ont refait cette expérience dans l'espace, dans l'espace ici, à 1200 km. C'est-à-dire qu'il y a 1200 km entre les deux plaques bleues que vous voyez en Chine. On envoie les faisceaux par satellite et on refait l'expérience à 1200 km et non plus à 12 mètres et ça marche pareil. Voyez, et ça, on est vraiment aux frontières de la science actuelle parce qu'on voit bien que la non-séparabilité quantique, il y a d'ailleurs beaucoup d'applications concrètes. On fait de la cryptographie quantique, des choses comme ça. Et donc, ça a beaucoup d'applications concrètes, mais c'est un phénomène qui marche, donc, même si les deux particules sont en théorie à deux bouts de l'univers. Et donc, vous voyez bien que ce phénomène est indépendant de l'espace. Il transcende l'espace, mais il transcende aussi le temps. C'est pas seulement moi qui le dis, mais même une revue pas très ouverte comme Science et Vie, vous voyez, fait référence à une expérience qui est faite par mes amis suisses Nicolas Gisin et Antoine Suarez, vous voyez, une expérience historique. Eh bien, en fait, je passe sur les détails, mais en fait, là, dans les, vous voyez, les petites boîtes jaunes que vous avez là, en fait, les particules sont émises par une source commune. Il y en a une qui arrive dans chaque boîte. Et en fait, là, bon, c'est assez complexe à expliquer, mais vous avez entendu parler du voyageur de Langevin. Vous savez, l'idée qu'il y a deux jumeaux sur Terre. Il y en a un qui circule à la vitesse de la lumière, il fait le tour de la galaxie, il revient sur Terre 100 000 ans après. Parce qu'accéléré à la vitesse de la lumière, il est dans un autre référentiel que son frère qui est resté sagement sur Terre avec nous sans bouger. Donc son frère a vu s'écouler 100 000 années et le jumeau, lui, il a vécu que 10 ans. Voyez, et ce qui est incroyable, c'est que les deux valeurs, le jumeau a vécu 10 ans et le jumeau a vécu 100 000 ans, ces deux valeurs sont aussi vraies l'une que l'autre. Ce n'est pas parce que lui, il a été accéléré à la vitesse de la lumière qu'il était dans un monde bizarre. Non, non. La relativité générale vous dit bien de façon la plus stricte que votre temps et votre espace dépendent de la vitesse à laquelle vous allez. Chaque fois que vous avez pris l'avion, vous rajeunissez de 14 millionièmes de seconde par rapport à votre conjoint s'il ne prend pas l'avion avec vous. Alors évidemment, la différence de 14 millionièmes de seconde ne fait pas une grosse différence pour vous, mais je vous garantis qu'elle est parfaitement enregistrée par des horloges atomiques et que c'est absolument certain. Ça a été découvert justement de la mort d'Einstein dès 1954, voyez-vous. Donc voilà, donc on est dans des référentiels d'espace-temps différents. Eh bien, on met les particules dans des référentiels d'espace-temps différents dans ces boîtes jaunes et on refait l'expérience. Ça veut dire que pour une boîte, si elle pouvait parler, la particule qui est dans cette boîte dirait « c'est moi qui ai été mesuré en premier et qui t'ai influencé toi ». Et l'autre lui répondrait « mais pas du tout, c'est moi qui ai été mesuré en premier dans mon temps à moi et qui t'ai influencé toi ». Voyez ?
Donc cette expérience prouve quoi? Eh bien, elle prouve simplement que la réalité fondamentale, le lien de non-séparabilité dont on vous a parlé dans le film et dont je vous parle là, il n'est pas dans le temps et il n'est pas dans l'espace. Et pour moi, ça ne suffit pas de dire que ah oui, mais on rajoute des dimensions supplémentaires. Non, c'est beaucoup plus fondamental que ça. Vous avez dû entendre parler de théories à 11 dimensions, les supercordes, etc. La réalité fondamentale est au-delà du temps et de l'espace. C'est ça que prouve cette expérience. Elle est radicalement au-delà. Nous sommes la projection, on va y revenir, nous sommes la projection de quelque chose qui est. Mais d'abord, il y a évidemment quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est le rôle de la conscience. Vous avez vu dans le film, ils vous ont dit, le fait d'observer l'électron change sa nature. Attention, ce n'est pas le fait d'observer l'électron qui crée la réalité. Il ne faut pas tomber dans cet idéalisme pur. Non, c'est le fait d'observer l'électron change sa nature. Avant, on avait l'idée des particules qui forment des molécules, qui forment des neurones, et les neurones émettent la conscience. Et maintenant, le schéma est beaucoup plus complexe. Regardez. Vous avez des particules qui forment des molécules, qui forment des neurones, qui forment la conscience, mais la conscience contribue à définir les propriétés des particules, d'accord ? Donc vous voyez que la vision matérialiste qui est montrée sur le schéma précédent, eh ben, elle est insuffisante parce qu'elle ne peut pas rendre compte du fait que la conscience contribue à définir les propriétés des particules. Et comme je vous le disais, j'ai mis au centre ce qui est échappe justement au système puisqu'il est au-delà en quelque sorte du temps et de l'espace. On va écouter un grand scientifique qui est un scientifique de Princeton qui a occupé la chaire qu'avait occupé Einstein, il est un peu plus jeune que lui mais il a connu Einstein, qui s'appelle Freeman Dyson, c'est en anglais mais je vous dirai la synthèse de ce qu'il a dit juste après. On écoute Freeman. We see the operation of mind, perhaps on a very different level, in quantum mechanics, in the behavior of individual particles and atoms, which are governed by the rules of quantum mechanics. And the rules of quantum mechanics have this strange quality that they appear to depend on an observer, so that in some sense, when an electron decides to move from one level to another, it is making a choice. That there is something that looks perhaps mental in the way that an electron behaves. That may be only just a form of words, or it may have some reality. But at least there seems to be something in the nature of mind involved in events on the atomic level. Donc vous voyez, il a été très prudent. Il a dit il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la conscience qui intervient quand un électron passe d'un niveau à un autre. Quand un choix quantique se fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est un choix libre comme nous, quand on y reviendra, mais peut-être dans les questions sur la liberté et le libre arbitre, quand on a l'impression que nous sommes des êtres libres, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas gouverné par les lois de la nature quand un électron se comporte de cette façon-là. Donc oui, c'est assez audacieux de sa part de dire cela. En tout cas, il a dit peut-être, mais l'image qu'on peut garder, je pense, le mieux de cette deuxième partie, c'est celle de la caverne de Platon. Vous connaissez tous ce mythe, c'est-à-dire que les hommes, nous vivons dans une caverne, nous voyons les ombres projetées d'objets qui sont à l'extérieur de la caverne et qui se projettent par la lumière d'un feu sur le mur du fond de la caverne. Et nous croyons que c'est ça la réalité. Et les gens qui sortent de la caverne sont complètement éblouis par la lumière du jour qu'ils n'ont jamais vue et ils sont stupéfaits de voir qu'il y a un autre monde. Et dit Platon, s'ils rentrent expliquer ça aux gens de la caverne, probablement on va les tuer parce qu'on ne supportera pas, on ne croira pas cette vérité et on ne la supportera pas. Eh bien, Bernard d'Espagna, un de mes maîtres, m'a toujours dit, c'est un des plus grands physiciens quantiques français, que la caverne de Platon était ce qui était le plus proche de la vision du monde que nous donne la physique quantique. Vous voyez ce que disent les gens qui ont fait l'expérience que je démontrais tout à l'heure, montrant que l'interaction échappe au temps. Eh bien, ils vous disent les corrélations non locales proviennent d'au-delà de l'espace-temps, je vous le disais, c'est vraiment d'un autre niveau de réalité. Pour moi, c'est même pas d'autres dimensions, c'est un autre niveau de réalité. Aucune description située à l'intérieur de l'espace et du temps ne peut en être faite, même d'autres espaces-temps que le nôtre. Voyez, voilà. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que ça remet en cause justement à la fois le déterminisme. Il y a une espèce de libre arbitre, je mets entre guillemets, le libre arbitre de l'électron. Ça remet en cause le déterminisme. Ça remet en cause évidemment la clôture du monde matériel, le fait que le monde est clos sur lui-même et il est ouvert
sur d'autres niveaux de réalité, puisque quand vous tapez sur une particule là, l'impact sur l'autre particule, il ne passe pas par notre monde, il passe ailleurs. D'accord ? Donc ça, c'est déjà pas mal pour la reconstruction. Mais il y a un autre domaine qui est très proche de la caverne de Platon, et c'est intéressant, c'est le domaine des mathématiques. Regardez un des très grands mathématiciens qui a la chaire de mathématiques de Oxford, et qui vous dit, selon Platon, les concepts, les vérités mathématiques résident dans un monde réel dépourvu de toute notion de localisation spatio-temporelle. Vous voyez ? C'est la même idée, c'est pas dans l'espace-temps, mais c'est réel. Notre esprit y a toutefois directement accès grâce à une connaissance immédiate des formes mathématiques, une capacité de raisonner sur ces formes. C'est ce potentiel de connaissance immédiate des concepts mathématiques, cet accès direct au monde platonicien qui confère à l'esprit humain, donc, un pouvoir supérieur à celui de tout dispositif dont l'action repose uniquement sur le calcul. Qu'est-ce qu'il vous dit là, Roger Penrose, ce grand mathématicien, qui est pourtant agnostique, je peux vous le certifier, je le connais bien. Il dit voilà, il y a des vérités mathématiques, elles existent comme on découvre une autre planète, on découvre des vérités mathématiques et on peut les traduire et les écrire dans notre monde, mais ce n'est pas notre cerveau qui les fabrique, c'est nous qui les découvrons. Et il dit, cet accès à ce monde platonicien qu'il postule, eh bien, ça différencie l'homme de la machine. C'est pour ça qu'on sera toujours plus intelligent qu'un ordinateur, ou du moins qu'on aura toujours plus de possibilités qu'un ordinateur, nous dit Penrose, dans un très beau livre qui s'appelle Les ombres de l'esprit, parce que justement l'ordinateur, lui, il n'a pas accès à ce truc-là. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on le prouve ? Eh bien, la meilleure preuve, c'est lui. Lui, il s'appelle donc Ramanujan, il a vécu, vous voyez, 1880 à 1923, c'était un jeune hindou, sans instruction, mais qui est tombé sur 2 livres de mathématiques, et dans ces livres de mathématiques, il a appris quelques petites formules de maths, et il s'est mis à écrire des nouvelles formules. Il a écrit des milliers de formules, 3000 formules comme ça, qu'il a envoyé à un grand professeur de Cambridge, qu'il a fait venir à Cambridge, et quand il lui a demandé, bon, c'est très joli tes formules, mais comment tu les démontres ? Et Ramanujan ne comprenait pas l'idée même de démonstration. Il disait, mais pourquoi voulez-vous que je vous démontre quelque chose qui est vrai ? Bon, c'est pas possible, les formules, ça se démontre, enfin bon, voilà. Et donc, il ne savait pas démontrer ces formules. Et ces formules étaient incroyables. Regardez, celle-ci, c'est une formule qui donne 8 décimales par 8 décimales du nombre pi. Il faut prendre 9801 et le diviser par tout ça. Regardez d'où peuvent venir 26 390, 1103, etc. Et Ramanujan a écrit ça d'un coup. À l'âge de 18 ans, il a écrit cette formule d'un coup. Il dit, ben voilà, c'est ça. Eh ben, c'est pas possible ça. Enfin, ouais. Il a fallu un siècle à l'ensemble des mathématiciens, mais il a fallu un siècle, à 2 mathématiciens, les frères Jonathan et Peter Borwein, pour démontrer que cette formule était vraie. C'est seulement en 1987, un siècle après, que Ramanujan a écrit ça quasiment. Vous voyez ? Donc ça c'est incroyable, parce que là, il y a quelque chose, les formules de Ramanujan, en fait, il y en a une centaine de fausses sur 3000. Donc elles sont vraies à 99,9%. Et Ramanujan disait, la seule chose qui m'intéresse dans une formule mathématique, c'est qu'elle exprime la pensée de Dieu. Si ça n'exprime pas la pensée de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Et donc quand on lui demandait, mais comment tu sais tout ça, là, d'où tout sort ça ? Il disait, ah, c'est la déesse, il était hindou, donc il croyait à la fois en Dieu et en tout un panthéon de déesses, c'est la déesse qui m'a mis sur la bouche, vous voyez. Et donc voilà, on lui disait, mais alors t'as aucun mérite à être un grand mathématicien, puisque c'était tout cuit dans ta bouche. Et il se fâchait. Il disait, mais vous ne vous rendez pas compte le travail qu'il faut pour avoir le contact avec la déesse. C'est un énorme travail. C'est toute une vie de boulot pour avoir le contact, vous voyez ? Et bien, c'est une illustration incroyable et magnifique de ce que disent les grands mathématiciens, que l'esprit humain peut capter des vérités. D'habitude, les mathématiciens travaillent, ils font tout un effort, vous voyez, ils font un gros effort, et puis il y a tout un formalisme, et puis il y a l'intuition. Mais là, effectivement, on est dans un cas où l'intuition arrive de façon différente. Quand j'avais parlé à Cédric Villani, notre grand mathématicien actuel, médaille Fields, je lui ai parlé de Ramanujan, je lui ai dit alors, parce que lui est plutôt agnostique, vous en pensez quoi de Ramanujan ? Il m'a dit, Ramanujan, pour nous, ça, c'est un problème. Bah oui. Voyez, alors un autre truc à retenir en mathématiques qui est très important, que je vais vous parler en 1 minute, c'est ce qu'on appelle le théorème de Gödel. Alors pour le comprendre en 2 mots, vous allez classer tous les bouquins de la planète. Alors vous avez des livres qui se citent eux-mêmes, vous voyez, ils sont SC, il y a marqué « voir page temps du même ouvrage », ce qui est le cas dans un traité de mathématiques ou de physique. Puis il y a les romans d'Agatha Christie ou de Siménon, où il n'y a jamais marqué « voir page temps du même ouvrage » en général. Il n'y a pas de référence à l'ouvrage dans lui-même, ils sont NSC, d'accord ? Et ils ne se citent pas eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui se citent eux-mêmes. Donc vous êtes content, vous avez une clé de classement, vous lisez un bouquin, vous voyez s'il se cite lui-même, et s'il se cite lui-même, vous le mettez dans le cas ici, et s'il ne se cite pas, vous le mettez là. Ok ?
Mais après, vous avez un petit problème. Et vous avez le catalogue de tous les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Alors, où est-ce que vous le mettez? C'est un bête catalogue, il ne se cite pas lui-même, d'accord? Donc prenons le cas. C'est le catalogue de tous les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Bon, vous le mettez ici. Mais là, vous le mettez ici, vous inscrivez le titre, parce qu'il y a les titres de tous les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Catalogue de tous les ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Dès que vous avez fait ça, il se cite lui-même. Il y a une référence à lui-même dans lui-même. Donc il faut prendre du typex, du blanc, il faut l'effacer, il faut le mettre là. Ouais, mais vous ne pouvez pas le mettre là, parce que là, c'est que les ouvrages qui contiennent la référence à eux-mêmes dans eux-mêmes. Et la référence, vous venez de l'effacer, là. Elle était là. Donc vous voyez, il n'y a pas de réponse à la question simple où mettons le catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Vous allez dire, bon, on s'en fiche, on n'est pas bibliothécaire, n'est-ce pas? Mais la situation est beaucoup plus grave parce que ce que vous démontre le théorème de Gödel, c'est que tout ensemble fini d'axiomes et toute la logique humaine repose sur des ensembles finis d'axiomes contient une proposition indécidable. Et vous savez tous maintenant ce qu'est une proposition indécidable, c'est où est-ce qu'on met le catalogue des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes, c'est indécidable. Eh bien, cela veut dire que tout système logique humain cohérent, j'insiste, est incomplet. Ça, c'est très important. Pourquoi? Regardez, un système, mon système de catalogue, il peut être complet, mais il est incohérent. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui une incohérence, il y a un ouvrage lui-même qui se cite lui-même alors qu'il ne devrait contenir que la liste des ouvrages qui ne se citent pas eux-mêmes. Donc il est complet, mais il est cohérent. Et si vous voulez qu'il soit cohérent, il faut qu'il soit incomplet. Donc vous pouvez être complet et incohérent, ou vous pouvez être cohérent et incomplet, mais pas les deux à la fois. C'est à mon avis une grande vérité philosophique qui est exprimée un peu ici par le Chao et de Philippe Geluck qui dit « Il m'arrive de douter de tout et je ne suis même pas toujours certain de quoi d'être sûr de douter. Donc si je doute de mon doute, est-ce qu'encore je peux dire que je doute de tout ?» Vous voyez, c'est très gödelien, hein, mine de rien, c'est très philosophique. Alors, dernier point, et après on va conclure, mais un point important, c'est la vie, le vivant. Le vivant et la conscience, dont vous parlera après Mario Borgard, donc j'en parlerai peu, mais le vivant. Le vivant, eh bien, la nouvelle vision du monde dans le vivant, c'est celle-ci. La vision classique, c'est le darwinisme, vous savez, le struggle for life, la lutte pour la vie. La gazelle qui court plus vite que le lion échappe au lion et fait des enfants. La gazelle qui court moins vite que le lion est bouffée par le lion et ne fait pas d'enfants. Donc évidemment, tous les descendants descendent des gazelles qui courent plus vite. Et de même, les lions qui courent moins vite meurent de faim. Donc tous les lions qui existent aujourd'hui descendent de lions qui couraient plus vite que les gazelles. Je simplifie, mais c'est bien l'idée. C'est l'idée que la beauté et la créativité de la nature vient de la sélection naturelle, d'un processus de lutte pour la vie. Eh bien, la vision de la vie actuelle, elle peut être beaucoup plus complexe. Regardez, vous avez ici des billes que vous lancez en haut d'une colline, vous voyez, et ces billes, elles vont au hasard, elles s'entrechoquent. Regardez, ici, il n'y a aucune bille qui est tombée. Mais ce qui est sûr, c'est que les billes ne peuvent pas aller là, ni là, ni là, ni là, parce que c'est physiquement impossible. Il y a une espèce de chemin évolutif, voyez-vous, qui est préinscrit dans les lois de la nature. L'évolution ne fait pas n'importe quoi. L'évolution est canalisée vers un certain nombre de buts. Ça, par exemple, ça pourrait être des dinosaures intelligents, bipèdes. Il n'y en a pas sur Terre, parce qu'ils existent peut-être dans l'espace des formes platoniciennes invisibles, dans le monde ou de la pensée créatrice de Dieu, si vous voulez. Vous savez, Platon parlait du cheval sur une feuille de papier, et ce cheval a très peu de réalité par rapport au cheval qui court dans les champs. Mais le cheval qui court dans les champs a très peu de réalité par rapport à l'archétype du cheval qui est dans la pensée créatrice de Dieu. La République, avant-dernier chapitre de Platon. Donc il y a peut-être des dinosaures dans la pensée créatrice de Dieu, mais ils ne sont jamais venus sur Terre parce qu'il y a eu des conditions de hasard qui ont fait que les dinosaures ont été évacués. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette vision de l'évolution ? Voilà un grand scientifique qui est le chaire de paléontologie de Cambridge, qui dit que pour les darwiniens classiques, il est très improbable que les occupants d'une planète puissent ressembler à ceux d'une autre planète. Ce sera un vrai test. Si un jour, on arrive à capter un message d'habitants d'autres planètes, il suffirait de trouver sur une autre planète un être comme nous, pas forcément l'espèce dominante, mais un chat, un chien, un écureuil. Et là, ça voudrait dire, vous comprenez, que l'évolution est canalisée. Pourquoi ? Parce que si on est dans le darwinisme, tout est possible. On a un ancêtre commun, et après, ça donne des milliards de formes possibles, parce qu'à chaque fois, c'est le hasard et la sélection qui jouent. Si par contre, l'évolution a un sens, si elle est canalisée, on retombera sur des êtres identiques. C'est ce que dit Conway Morris après, quand il dit que le phénomène de convergence évolutionniste indique qu'au contraire, le nombre d'alternatives est limité. Dans un tel programme, on trouverait un niveau plus
plus profond de la biologie, dans lequel l'évolution darwinienne reste un concept central, bien sûr. Par exemple, pour votre système immunitaire, c'est darwinien. Hein, on peut regarder comment la résistance aux bactéries se développe, c'est totalement darwinien. Mais les formes fonctionnelles possibles, c'est les archétypes dont je parlais, sont prédéterminés depuis le Big Bang. Ça, c'est quand même extrêmement culotté de la part d'un grand scientifique de vous dire que, en fait, les grandes formes du vivant sont prédéterminées depuis le Big Bang parce que, comme je viens de vous le montrer, la vie, en fait, c'est pas au hasard, c'est quelque chose de canalisé. C'est ça la nouvelle vision de la vie, pour faire simple, et c'est une vision beaucoup plus porteuse de sens. Et le fait qu'aujourd'hui, on ne comprend pas cette vision, par exemple, pour la comprendre, il faudrait imaginer ça. Vous voyez ? Là, vous avez des cristaux de neige qui ont tous 6 branches. Vous voyez, tous 6 branches. Donc, il y a une structure sous-jacente qui est le 6, et il y a une sélection naturelle qui fait qu'à cause du vent et de la température, ils ont évidemment tous des formes complètement différentes. Mais ils ne sont pas là par hasard. Il y a quelque chose de sous-jacent, le 6. Voyez. Cette nouvelle vision de la vie, elle est importante pour demain, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on a un décalage. On a un décalage depuis 500 ans entre les sciences du vivant et les sciences de la matière. Newton était capable de prédire quand est-ce qu'une comète allait revenir dans 80 ans, tandis que Louis XIV, pour le soigner, avait des médecins dont Molière s'est moqué, vous savez, dans ses pièces de théâtre, des médecins qui ne comprenaient même pas à quoi servait le cœur, comment circulait le sang, enfin rien. Voyez. Et ce décalage, on le voit aujourd'hui. Les gens qui vous disent qu'on va vivre 1000 ans, eh bien, ils se trompent. L'espérance de vie, je suis un des rares prospectivistes à avoir prédit, l'espérance de vie recule depuis 3 ans. C'est la première fois en temps de paix depuis les guerres mondiales. L'espérance de vie recule en France. L'espérance de vie recule aux États-Unis. Ça, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, mais ça continue à reculer. Vous voyez, ça recule encore. Seconde année, troisième année. Alors, ils disent que c'est à cause de la drogue et des médicaments. Oui, en partie. Mais c'est surtout parce qu'on a de plus en plus de cancers, comme vous savez, à cause de tous les polluants et les pesticides et les trucs qui circulent, hein, et qu'on ne sait pas vraiment guérir le cancer. Si on savait guérir le cancer, on arriverait, ça viendra un jour, on arriverait avec un truc qui tuerait, poum, 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 chaque cellule cancéreuse. Aujourd'hui, on tue 200 000 cellules saines pour tuer une cellule cancéreuse. Donc évidemment, les gens, la plupart des gens, ils meurent du traitement quand ils meurent, vous comprenez ? Bon, un jour, on saura le guérir, mais aujourd'hui, on ne le sait pas vraiment. Pourquoi ? On est dans le même état que l'aviation en 1940. On tuait 200 000 personnes pour éliminer une gare, 200 000 personnes pour éliminer une usine d'armement. Voyez ? Maintenant, on envoie un missile ciblé, on tue 20 personnes. Bon, c'est quand même un peu mieux, même si on tue 20 personnes. Pour vous donner l'idée des sciences de la vie, les sciences de la vie, c'est comme ce Caproni CA-60. Ce n'est pas photoshopé, ce n'est pas une blague, je n'ai pas photoshopé. Cet avion a réellement été construit pour tenter de traverser l'Atlantique en 1920. Il s'est écrasé dès son premier vol. Ça veut dire que, à l'époque, les gens raisonnaient de façon empirique. On rajoute 1 aile, 2 ailes, 3 ailes. Il y a 9 paires d'ailes sur cet avion. C'est le seul au monde qui a été construit avec 9 paires d'ailes. On raisonnait de façon empirique, voyez-vous, et on se disait, on va rajouter 1 aile, 2 ailes, moteur à l'avant, moteur à l'arrière, hélice contrarotative, et puis on verra bien. Aujourd'hui, la biologie, c'est encore ça. On balance des gènes de carottes dans un concombre et on regarde si le concombre devient rouge, vous voyez. C'est à peu près ce niveau-là. Donc un jour, on aura une vraie biologie. Mais aujourd'hui, on ne l'a pas. Et ça, c'est très important. C'est parce que tout ce que je vous dis là, en physique, en mathématiques, en astrophysique, je peux vous trouver des centaines de scientifiques qui partagent ces idées-là. Par contre, ce que je vous dis en biologie et ce que Mario Burgard va vous dire en neurologie, on peut compter sur les doigts d'une main ou des 2 mains, presque, les scientifiques sur Terre qui partagent ces idées. Donc vous comprenez qu'il faut bien expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est minoritaire dans un domaine et majoritaire dans un autre domaine ? La réponse, je viens de vous la donner, elle est très peu connue, c'est la théorie du décalage. On a 500 ans de retard, on a un siècle de retard depuis 500 ans. C'est-à-dire que les grandes révolutions sont déjà arrivées depuis un siècle en physique, en biologie, en mathématiques, et par contre, elles arriveront que dans quelques décennies dans les neurosciences et dans les sciences du vivant. Et ça, c'est très important. Et j'espère qu'elles vont arriver, ces découvertes, parce qu'il y a une grosse menace. Regardez ce professeur Antoine Andremont qui vous explique, Antibiotiques, le naufrage, que notre santé est en danger, parce qu'aujourd'hui, vous avez des maladies nosocomiales. Vous savez, c'est des bactéries qui sont de plus en plus résistantes. Et ça pose un très, très gros problème, parce qu'on vous donne des antibiotiques et ils ne font plus rien. Et une des bactéries, c'est comme une grande longère, vous savez, en Bretagne, avec des portes. Il y a une centaine de portes. Eh bien, 50 portes sont déjà fermées dans les principales bactéries qui peuvent nous tuer. 50 portes sont déjà fermées. Quand les 100 portes seront fermées, qu'est-ce qu'on fera ? On mourra, comme nos ancêtres, il y a un siècle de simple infection. Donc, c'est l'urgence d'une nouvelle médecine, l'urgence d'une nouvelle compréhension de la vie. Pour ça que c'est très important de mentionner que notre compréhension du vivant aujourd'hui fait fausse route, ou du moins est très incomplète, comme je viens de vous le démontrer. Et ça porte des risques importants. Et évidemment, c'est la même chose pour la conscience, mais ça, Mario Burgard vous en parlera en détail. Je mentionne simplement
À côté de Mario Burgard, vous entendrez tout à l'heure le professeur Dominique Laplane, qui a montré l'existence d'états de conscience vides. C'est quoi un état de conscience vide? C'est des patients qui ont une maladie très étrange, ils sont dans le bain, et ils peuvent rester dans le bain toute leur vie. Enfin, ils vont mourir de faim dans le bain. Mais si tu leur dis « sors de ton bain, habille-toi », ils sortent du bain, ils s'habillent. Si tu dis « mange », ils mangent. Mais si tu dis rien, j'ai vu une personne comme ça, c'est impressionnant. Comme ça, comme si elle était en coma. Et par contre, quand Laplane a demandé à ces gens, mais quand vous êtes dans ces états, est-ce que vous êtes conscient? Ben oui, docteur, on est conscient. Ben vous êtes conscient de quoi? Ben de rien. Ben, c'est pas possible. On parle de qualia, vous savez, c'est des états de conscience. La neurologie matérialiste vous dit la conscience, c'est une succession de qualia, d'états de conscience. Eh bien non, là on est conscient de rien. Alors quand Laplane dit que c'est pas possible, ils répondent pour vous, docteur, c'est pas possible, mais pour moi, malheureusement, c'est possible. Donc Laplane en a conclu que ces gens-là arrivent par inadvertance, dans le même état où sont, par beaucoup d'efforts, les méditants orientaux, qui arrivent en état de conscience vide. Mais si la conscience existe sans contenu, est-ce que c'est pas déjà une preuve que la conscience échappe justement aux mécanismes purement neuronaux, d'accord? Et le deuxième point dont Mario va vous parler, je mentionne juste pour ma conclusion, pour ma synthèse, c'est évidemment le problème des near-death experiences. Et vous savez ce cas que j'aime beaucoup, qui est celui du Dr Eben Alexander. Je trouve très intéressant. Bon, il a écrit un livre grand public, La preuve du paradis, mais je conseille plutôt ce livre où il débat avec Raymond Moody, qui est plus scientifique, L'évidence de l'après-vie, où il débat avec Raymond Moody et où il montre justement, lui, le grand neurologue de Harvard qui a vécu une expérience de mort imminente, eh bien ça a changé à jamais sa conception même de la conscience. Et il dit tout ce qu'on m'a appris à Harvard est faux en fait. La conscience est beaucoup plus riche quand elle n'est pas dans le corps humain. Et ça, pour ceux d'entre vous, il y en a quelques-uns dans la salle, je sais, qui ont vécu des expériences de mort imminente. Évidemment, c'est quelque chose qui change radicalement quand on l'a vécu. Mais lui, il est le premier scientifique de haut niveau à l'avoir vécu, donc c'est intéressant. Bref, il est temps de conclure pour voir si on a relevé notre pari de reconstruire en moins d'une heure. Alors, comment on va conclure? Eh bien, on va conclure en rappelant ce que nous avons vu dans ces 50 minutes-là. L'astrophysique nous démontre quoi? Que le monde physique où nous vivons ne s'explique pas par lui-même. Il y a un au-delà de l'espace et du temps, et la question du créateur redevient une question strictement scientifique. J'ai vu des débats dans les grands centres américains des sciences à Washington, le Smithsonian Institute, où il y avait un débat sur l'existence de Dieu entre Trinh Xuan Tuan, vous avez entendu, et le prix Nobel athée de physique Steven Weinberg. La réponse, vous pouvez choisir qu'il y a une infinité d'univers parallèles sans créateur ou un univers avec un créateur. Donc la réponse semble devoir rester d'ordre personnel, mais la question du créateur est revenue en science, et ça c'est quand même incroyable. Ensuite, vous avez une limite absolue à la connaissance que nous pouvons avoir du monde qui nous entoure. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la caverne de Platon. Parce que quand on regarde les objets, ils changent de nature. Donc on a une limite dans la connaissance que nous pouvons avoir du monde qui nous entoure. C'est entre autres, je ne vais pas citer, mais le principe de la statue de Heisenberg. Si vous connaissez la position d'une particule, vous ne connaissez pas sa vitesse. Parce que le fait d'avoir mesuré sa position, ça change sa vitesse et réciproquement. Puisque je vous ai montré que le fait d'interagir avec la particule changeait la nature même de cette particule. Les fondements des objets ne sont donc pas des objets. Et puis la non-séparabilité montre que des phénomènes fondamentaux échappent au temps et à l'espace. Donc cette deuxième conclusion nous montre effectivement, là aussi, comme dans la première, qu'il y a un au-delà du temps et de l'espace, mais cette fois-ci dans l'infiniment petit et pas dans l'infiniment grand, et donc que nous sommes non pas dans le vrai monde, mais dans la projection du vrai monde, et ça donne une crédibilité bien sûr à toutes les visions non matérialistes de la conscience dont on parlera après avec Mario. Troisième étape, les mathématiques. Aucun système logique n'est à la fois complet et cohérent, c'est le théorème de Gödel, et surtout, eh bien, il y a d'un monde des concepts mathématiques avec lequel nous pouvons entrer en contact. Et le cas extrême de Ramanujan vous montre qu'effectivement, dans des cas extrêmes, c'est vraiment possible pour l'être humain d'entrer en contact avec quelque chose. Alors vous allez me dire, bon, c'est un monde des mathématiques, mais si c'est possible pour des concepts mathématiques, qui vous dit que les mystiques qui prétendent aussi rentrer en contact avec un autre monde n'ont pas également raison? Vous voyez, ça ne le prouve peut-être pas, mais ça donne une crédibilité à beaucoup de visions, dont celle des mystiques. Donc, les implications des mathématiques, aucun système logique n'est complet et cohérent, ça peut paraître quelque chose de complexe, mais c'est aussi très important, ce théorème de Gödel. Ensuite, la neurologie, on va en parler avec Mario. La conscience existe à l'état pur, la pensée précède le langage, ça c'est les travaux de Laplane. Les expériences
expériences de type NDE donnent une crédibilité à l'idée que la conscience ne serait pas localisée dans le cerveau. Et je n'en ai pas parlé ici, mais d'autres expériences montrent que, effectivement, l'état neuronal, la connaissance de l'état neuronal ne peut pas permettre de connaître la totalité de l'état mental d'un sujet. Et ça aussi, ça montre qu'il y a plus dans le mental que du neuronal. Et enfin, la conclusion de la biologie, c'est que l'évolution soit en partie canalisée, donc reproductible, pourquoi pas sur une autre planète au passage, hein, et effectivement, et l'idée que les structures complexes sont produites par les lois de la nature, comme les cristaux de neige de tout à l'heure, vous comprenez cette vision, que les cristaux de neige, ils sont donnés par les lois de la nature, ils ont des formes très différentes, mais ils ont tous les fameuses structures en 6. Donc voilà la nouvelle vision de la vie, et puis, eh bien maintenant, tout ce que je vous ai dit là en 50 minutes est résumé en un seul slide. Donc ce qui est formidable, et là vraiment c'est là où vous voyez qu'on vit un moment extraordinaire de l'histoire humaine, c'est que j'aurais pu mettre ici la vision d'avant Newton, d'avant Laplace, d'avant Darwin, la vision du Moyen-Âge. Et là j'ai mis Newton, temps et espace absolu. On est passé de cette vision-là à la relativité du temps et de l'espace au Big Bang et au réglage fin de l'univers qu'on appelle le principe anthropique, de Anthropos l'homme. On est passé du déterminisme de Laplace au principe d'incertitude de Heisenberg et Bohr à l'expérience de non-localité ou non-séparabilité que je vous ai montré. On est passé de quelqu'un qui voulait démontrer la complétude de la logique, qui s'appelait David Hilbert, et ben, pas de bol, Gödel a sorti son théorème d'incomplétude, montrant qu'il y a une incomplétude radicale, puisque tout système qui est cohérent, ce qui est la moindre des choses pour un système logique, est incomplet. On est passé de la sélection naturelle de Darwin à une évolution canalisée, comme des grands penseurs comme Pierre Teilhard de Chardin l'avait vu avant qu'on ait les éléments venant de Conway Morris et d'autres que je vous ai montrés, montrant que l'évolution est canalisée et non pas uniquement au hasard. Berthelot, un chimiste, vous analysez l'équilibre. J'aurais pu, mais je n'ai pas le temps, vous parler de la théorie du chaos, d'Ilya Prigogine et du déséquilibre. Ça fait aussi partie de cette nouvelle vision du monde. Vous savez ce qu'on appelle l'effet papillon, etc. Et puis, Changeux vous disait qu'on n'a rien à faire de l'esprit, il suffit d'avoir un homme neuronal. Hein, Laplane vous dit que la conscience existe à l'état pur et Mario Burgard va évidemment développer cela encore mieux et encore beaucoup mieux tout à l'heure. Bref, en conclusion, eh bien, on conclut quoi? On conclut d'abord que toutes les religions disent depuis des siècles, même les religions non monothéistes, hein, le bouddhisme, le taoïsme, ils disent deux choses. Ils disent, il y a un au-delà, il y a un au-delà du monde, au-delà de l'espace, au-delà du temps, et il y a un lien entre l'esprit humain et cet au-delà du temps et de l'espace. Un lien mystérieux qu'on a dans la méditation, dans tout ce que vous voulez, mais il y a un lien. Eh bien, le monde moderne, la modernité, a rendu cela absurde. Eh bien, justement, le nouveau paradigme scientifique, dans tous les grands domaines en même temps. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas une seule chose que j'ai présentée là qui n'est pas admise par la science. Il y a des débats, bien sûr, sur la non-séparabilité quantique, mais ce n'est pas comme quand on parle de la télépathie, vous voyez. Donc, on a joué sur terrain adverse, on a joué avec leurs règles du jeu, et on démontre qu'effectivement, eh bien, on redonne une crédibilité à toutes ces conceptions. Regardez, nous avons vu pendant cet exposé qu'il y a bien un autre niveau de réalité au-delà du temps et de l'espace. Oui, dit la physique quantique et l'astrophysique. Un principe créateur est-il crédible au plan rationnel? Oui, dit l'astrophysique. L'esprit de l'homme peut-il être en contact avec un autre niveau de réalité? Oui, vous disent les plus grands mathématiciens. Peut-on penser que la conscience existe hors du cerveau? Oui, vous disent quelqu'un qui a fait une expérience de NDE et qui est un grand neurologue comme Evan Alexander. Ainsi, une nouvelle synthèse entre science et religion est possible. Elle conduit bien sûr à ce que nous sommes un certain nombre à appeler le réenchantement du monde. Voilà donc le grand espoir pour le XXIe siècle. J'ai commencé par cette idée d'un cerveau coupé en deux, d'un homme schizophrène, hein, auquel nous étions condamnés par la modernité. Eh bien, il n'y a pas de fatalité à cette schizophrénie. Nous pouvons rebâtir une vision porteuse de sens pour le XXIe siècle, une vision où nous avons à la fois la science et la spiritualité, où nous avons à la fois la technique et le sens, et c'est ça qui peut donner une vraie vision du monde à une vraie solidité, parce que la transcendance toute seule, sans la raison, ça engendre des monstres, et on le voit aujourd'hui. Et la raison sans la transcendance, ça engendre la dépression et un monde qui n'est pas un monde porteur de sens. On peut donc espérer bâtir un monde où nous marcherons sur nos deux jambes, que sont la transcendance et la raison. Je vous remercie.
Merci Jean. Bravo pour cette brillante présentation, comme d'habitude, avec beaucoup de choses à digérer peut-être. Alors, je vais rebondir simplement sur un point que tu as évoqué, c'est cette notion d'espérance de vie qui régresse aux États-Unis pour la 2e année consécutive. Troisième. Alors, voilà, donc c'est vrai que en fait, les analyses montrent que ça serait essentiellement dû à des overdoses de produits opiacés, dont la majorité sont des médicaments. Hein, c'est moins des overdoses de drogue illégales que des overdoses de médicaments opiacés, et c'est un problème qui commence à toucher l'Europe et la France en particulier. Malgré tout, donc, tu évoquais dans cette slide l'hypothèse d'une espérance de vie de 1000 ans, hein, que certains nous promettent. C'est le scénario donc, de ce qu'on appelle les transhumanistes. Et je voulais avoir ton opinion sur ce scénario. Et un autre scénario dont on nous parle aussi, qui est le scénario de l'effondrement, finalement, entre ces deux scénarios, l'homme augmenté, qui est la version transhumaniste, et le scénario collapsologue qui dit que de toute façon tout va s'effondrer, tout va s'arrêter. Comment est-ce que toi tu te situes et quel espoir tu peux nous faire partager pour je pense que la vérité est entre les deux, si vous voulez, parce que je faisais allusion à Laurent Alexandre. Laurent Alexandre disait donc il y a 10 ans que l'homme qui allait vivre 1000 ans était déjà né. Et puis, il a dit, il y a 5 ans, que l'homme qui allait vivre 500 ans était déjà né. Et maintenant, il dit que l'homme qui va vivre 200 ans est déjà né. Donc, il a perdu 800 ans d'espérance de vie en 10 ans, le pauvre. C'est quand même beaucoup, perdre 800 ans d'espérance de vie en 10 ans. Pourquoi il a perdu 800 ans d'espérance de vie ? Parce qu'il n'est pas con, il regarde les dossiers médicaux, il voit les trucs en baisse. Alors je conteste tout à fait, Jocelyn, bien sûr que les médicaments opiacés jouent un rôle dans la baisse d'espérance de vie aux États-Unis. Je conteste tout à fait que ce soit la cause principale. Je prétends que la cause principale, c'est le cancer et l'explosion des cancers, que ça nous est évidemment caché pour ne pas affoler la population, mais qu'en France, aujourd'hui, tu as encore le problème des fameux médicaments américains ne sont pas diffusés en France, c'est pas comme le Mediator, si ces médicaments opiacés ne sont pas en France, tu as la baisse d'espérance de vie aussi. Donc non, c'est un problème de civilisation que l'on essaie de masquer en attirant l'attention sur un dérivatif qui est les médicaments opiacés. Mais le problème est beaucoup plus fondamental, je te le garantis. Donc ça, effectivement, c'est un... Alors maintenant, après, quand on aura, parce qu'on va y arriver un jour, mais il nous faudra une autre vision de la vie, dont je ne vois que les contours. Je ne suis pas... si je savais ce que c'est que la nouvelle vision de la vie, je serais prix Nobel, mais je vois juste les contours. J'ai donné l'idée des cristaux, j'ai donné l'idée de la canalisation. Il y a quelque chose à comprendre, il y a une clé de compréhension qui nous manque dans le vivant. Tout n'est pas dans l'ADN, c'est évident. Et donc, quand on aura compris cette clé de compréhension, on pourra espérer déjà avoir une espérance de vie pour vivre tous 120 ans en bonne santé. Au-delà de 120 ans, c'est très très compliqué parce que ça veut dire que l'on est capable de comprendre les fonctionnements intimes de la vie pour les modifier. En gros, on pourrait tous vivre 120 ans en bonne santé si on savait tout soigner, mais on mourrait quand même à un certain moment. Par contre, pour vivre 200 ans, il faut déjà tout... Alors, peut-être qu'on y arrivera, mais c'est une toute autre vision et c'est certainement pas pour tout de suite. Quant à la vision collapsologue, effondrementiste, etc., moi, je suis quelqu'un qui pense que l'homme a énormément de ressources. Vous savez, en 1880, on avait démontré par des magnifiques graphiques que Paris serait étouffé par le crottin de cheval parce qu'il y avait beaucoup trop de chevaux à Paris et la croissance du trafic des chevaux à Paris, c'était très sérieux, montrait qu'en 1920, Paris n'était plus habitable. En 1920. Bon, en 1900, on a inventé l'automobile. Aujourd'hui, on dit « Oh là, c'est horrible, il y a la pollution de l'automobile, vous vous rendez compte ?» Absurde. Dès demain, on aura des automobiles qui vont dépolluer l'air en roulant. Ce n'est pas des automobiles qui ne pollueront pas. C'est des automobiles qui vont aspirer l'air de la ville. Regardez à Tesla Model 3, il y a déjà une option comme ça. Elle recrache l'air extérieur plus propre qu'il est rentré dans la voiture. Donc il n'y a pas de problème. On ne pourra pas faire des journées sans voiture. On aura besoin des voitures pour dépolluer les villes. Donc je fais grande confiance à cela. L'histoire du crottin de cheval nous montre que tous ceux qui disent que ça va s'effondrer, ils n'ont pas vraiment analysé l'histoire humaine. Merci beaucoup, Jean. Merci.